La guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran a largement dépassé les frontières du détroit d'Ormuz. Les Houthis yéménites ont attaqué 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge, et le prix du pétrole a immédiatement grimpé vers la barre des $100 le baril. Donald Trump a répondu en menaçant l'Iran, je cite, d'une punition militaire écrasante et a déclaré qu'à partir de maintenant, il tiendrait Téhéran pour responsable de tout ce que font les Houthis. Selon lui, il est inutile de frapper le Yémen après chaque attaque des Houthis. Pour cela, les États-Unis frapperont l'Iran, car les Houthis servent de force supplétive à l'Iran. La même nuit, l'aviation américaine a frappé l'Iran pour la 12e, déjà la 13e nuit consécutive. L'île de Keshm, dans le détroit d'Ormuz, a été touchée. Parallèlement, Donald Trump a déclaré qu'il envisageait une attaque massive contre l'Iran et qu'il était proche de prendre une telle décision. Et entre-temps, Washington a signé un accord sur l'énergie nucléaire avec l'Arabie saoudite. Celui-là même qui, selon les médias américains, ouvre à Riyad la voie à l'enrichissement de l'uranium, mais après un certain temps. Et tout de suite, il a posé une condition. L'accord ne sera définitivement approuvé que si les Saoudiens reconnaissent Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Analysons cela ensemble, étape par étape. Parce que d'ailleurs, dans cette histoire, le prix du pétrole détermine directement, par exemple, combien d'argent la Russie recevra pour mener la guerre contre l'Ukraine. En somme, comme on dit, les événements au Moyen-Orient nous concernent, vous et moi. Je suis Alexei Petchil. Discutons de ce sujet et analysons en détail la situation au Moyen-Orient. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, je vous en serai donc reconnaissant. Merci à vous personnellement pour votre abonnement. Cela ne prend qu'une seconde, merci d'avance. Alors procédons dans l'ordre. Je vais commencer par ce qui a déclenché une nouvelle escalade de la guerre au Moyen-Orient. Déjà le 20 juillet, le porte-parole militaire du mouvement Houthi Ansar Allah, Yahya Sarria, a annoncé l'instauration d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite en mer Rouge. La raison invoquée était la suivante. Le blocus du Yémen par l'Arabie saoudite depuis de nombreuses années, la restriction du fonctionnement des ports et des aéroports. Mais nous connaissons la véritable raison. C'est un ordre venu de Téhéran. Les Houthis ont alors déclaré qu'ils se réservaient le droit à, je cite, une escalade globale et ont promis une réponse ferme à toute provocation de la part de l'Arabie saoudite. 3 jours plus tard, les Houthis sont passés des paroles aux actes. Le matin du 23 juillet, les Houthis ont déclaré qu'ils avaient attaqué 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge lors d'une opération militaire. Le gouvernement de l'Arabie saoudite a confirmé l'attaque contre le pétrolier Ancelia, mais n'a pas révélé qui en était l'auteur. Autrement dit, ils se sont contentés de dire simplement oui, il y a eu une attaque et c'est tout. Un incendie s'est déclaré sur le navire, mais aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Néanmoins, c'était déjà un précédent qu'on ne pouvait pas laisser sans réponse. Finalement, à Riyad, ils ont reconnu que les actions des Houthis mettèrent en danger les livraisons quotidiennes de 2,5 millions de barils de pétrole saoudien, et le marché international a réagi instantanément. Le prix du pétrole a immédiatement grimpé à $100 le baril et a même dépassé ce seuil pendant un court instant. Pour comprendre ce que cela signifie. Eh bien, disons-le ainsi, pour que ce soit plus proche de nous. Plus le pétrole est cher, plus la Russie reçoit d'argent pour chaque baril de pétrole russe vendu, y compris celui qu'elle vend via des circuits clandestins. Autrement dit, la guerre au Moyen-Orient alimente directement le budget à partir duquel des missiles sont ensuite lancés sur l'Ukraine. C'est la réponse à ceux qui commentent. Petchil parle de l'Ukraine, pourquoi évoquer l'Iran? Ce qui se passe ici nous concerne plus. Mais non, tout cela est étroitement lié. La géopolitique en général est un processus où tout est étroitement lié. Tout est lié. La réaction de Donald Trump à l'attaque des Houthis est arrivée le même jour, le 23 juillet, et maintenant je vais citer ses propos. Que cette déclaration serve d'avertissement. S'il recommence, les États-Unis tiendront l'Iran pour responsable, car les Houthis sont un proxy de l'Iran, et de sévères représailles militaires seront infligées à l'Iran et bien sûr aux Houthis eux-mêmes. Plus tard, Trump a ajouté un détail curieux. Il a exprimé sa déception personnelle envers les Houthis. Je cite. « Ils m'ont beaucoup déçu, car jusqu'à récemment, ils agissaient de manière professionnelle et raisonnable.
Trump a également rappelé qu'il y a environ un an, les États-Unis avaient mené de très puissantes frappes contre les Houthis en raison de leurs attaques contre des navires et de la création d'obstacles à la navigation commerciale. L'essentiel ici est le principe de la responsabilité collective que Trump introduit désormais. Autrement dit, l'Iran sera tenu responsable de toute attaque des Houthis. Cela élargit considérablement les possibilités d'escalade, car désormais tout lancement de missiles ou de drones depuis la côte yéménite devient automatiquement un prétexte pour frapper Téhéran. Cependant, il convient de reconnaître un autre point important concernant les menaces du président américain. Donald Trump a menacé l'Iran de détruire un pont ou une centrale électrique en réponse à chaque attaque iranienne contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Mais il faut comprendre la situation en Iran. Il existe des centaines de ponts, donc cet argument n'est pas si effrayant. Selon cette logique, on pourrait se faire la guerre pendant des années. Pendant des années, l'Iran attaquera des navires et les États-Unis, pour chaque navire, frapperont un pont. Néanmoins, l'Iran a déjà répondu à la première attaque des Houthis. Tard dans la soirée de jeudi, puis tôt vendredi matin, et ensuite dans la nuit de vendredi à samedi, les militaires américains ont lancé une nouvelle série de frappes aériennes contre l'Iran. Selon les médias d'État iraniens, l'île de Keshm dans le détroit d'Ormuz a été la cible de frappes de missiles ces 2 dernières nuits. C'est un point clé d'où l'Iran contrôle le passage des navires. L'agence d'État iranienne IRIB a rapporté que lors d'une frappe de missiles américaine sur la ville d'Avaz, 4 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. Le commandement central des États-Unis a déclaré avoir terminé les opérations les 12 et 13 septembre. Chaque nuit, des frappes sont menées contre des cibles iraniennes et l'objectif officiel est cette formulé comme étant d'assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et là, un nouvel élément est apparu dans la tactique des Américains. Car pour frapper l'Iran, les États-Unis ont commencé à utiliser des bombardiers B-1. Avant cela, ils ne le faisaient pas pendant 1 semaine et demie. L'Iran a répondu selon son schéma habituel. En particulier une attaque contre les pays arabes voisins où sont situées des bases américaines. Le ministère de la Défense du Koweït a signalé des attaques répétées de drones iraniens dans le nord du pays. Et la Jordanie ainsi que le Koweït ont déclaré que les Iraniens les attaquaient également de la même manière avec des missiles et des drones. Dans ce contexte, la Grande-Bretagne a recommandé à ses citoyens d'éviter tout voyage au Koweït et à Bahreïn, sauf en cas de nécessité absolue. La position de Téhéran à ce stade a été exprimée par Mohsen Rezaï. C'est un haut conseiller militaire du guide suprême iranien Majtaba Khamenei. Il a déclaré que toute attaque contre l'infrastructure iranienne recevra une réponse ferme et escalatoire. En bref, la spirale de l'escalade continue de s'intensifier. Mais il semble que Donald Trump prépare quelque chose de plus important. Dans une interview accordée aux médias Axios, le président américain a déclaré qu'il envisageait une attaque massive contre l'Iran et qu'il était proche de prendre une telle décision. Il s'est exprimé ainsi au sujet d'Israël. Les Israéliens se joindraient à nous en 2 minutes si je le leur demandais. Mais il a aussitôt ajouté que nous n'avions besoin de personne pour lancer une nouvelle opération. Autrement dit, le président américain annonce publiquement que la décision concernant une grande opération militaire contre l'Iran est pratiquement prise, et qu'il peut y impliquer Israël s'il le souhaite. Mais il affirme qu'il peut aussi s'en sortir sans lui. Parallèlement, la résistance s'intensifie aux États-Unis. Et la Chambre des représentants a voté pour mettre fin à la guerre de Trump en Iran sans l'approbation du Congrès. Mais en réalité, un peu plus tard, le Sénat du Congrès a annulé cette décision de la Chambre des représentants. Bon, formellement, ces résolutions n'ont pas force de loi. Mais ce vote a mis en lumière le mécontentement croissant face à cette guerre, même parmi une partie des républicains. Et maintenant, la deuxième grande nouvelle du Moyen-Orient qui a provoqué un scandale à part entière. L'accord nucléaire des États-Unis d'Amérique avec l'Arabie saoudite a rendu tout le monde nerveux. Dès le mercredi 22 juillet, le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, et le ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, le prince Abdelaziz Ben Salmaneh, ont signé un accord de coopération nucléaire civile. En fait, il s'agit principalement du fait que des entreprises américaines, dont Westinghouse, obtiendront des contrats pour construire 2 réacteurs nucléaires en Arabie saoudite. Et ce n'est qu'un début, ces 2 réacteurs ne sont qu'un point de départ.
Mais le scandale a éclaté parce que, selon la presse américaine, l'accord ouvre à la monarchie saoudienne la porte à l'enrichissement de son propre combustible nucléaire dans 2 ans. L'accord prévoit 2 ans pour mettre en place l'écosystème technique. Une étude économique portera aussi sur l'enrichissement de l'uranium. Le Congrès dispose de 90 jours de session pour examiner l'accord avant son entrée en vigueur. Et voici comment Donald Trump a réagi à toutes ces critiques, et sa formulation est la suivante. Citation. Accord nucléaire civil. Il n'y aura aucun enrichissement de matière nucléaire. L'accord conclu entre le ministère de l'Énergie des États-Unis et l'Arabie saoudite, qui ne concerne que l'utilisation non militaire, comme c'est déjà le cas pour l'Iran, les Émirats arabes unis et d'autres, sera approuvé, mais il dépend entièrement de l'adhésion de l'Arabie saoudite au très respecté et fructueux accord d'Abraham. Les États-Unis ne s'opposent pas aux installations nucléaires civiles sans enrichissement de matière nucléaire. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé cette condition pour la conclusion de l'accord nucléaire. Et voici sa citation. Oui, cet accord avec l'Arabie saoudite, cet accord énergétique dépend de cette condition, en ce qui concerne le président. Nous poursuivrons les négociations avec nos partenaires saoudiens afin de finaliser l'accord et, nous l'espérons, de les voir bientôt rejoindre les accords d'Abraham. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait une déclaration littéralement 1 heure après la déclaration de Trump. Il a lié cela à la guerre avec l'Iran et a déclaré que la guerre commune qu'Israël et les États-Unis ont commencée contre Téhéran a créé une opportunité d'élargir la paix au Moyen-Orient. Voici sa citation. Comme l'a dit le président Trump, l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham serait un bond historique en avant pour la paix au Moyen-Orient. La paix par la force. Mais cet accord fait l'objet de critiques aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, et ces critiques sont assez sérieuses. Le sénateur Chris Murphy a écrit « Cet accord déclenchera une course aux armements nucléaires dans la région, privant encore davantage l'Iran de toute incitation à limiter son propre programme nucléaire. Les experts affirment que l'insistance des Saoudiens à enrichir l'uranium en Arabie saoudite a fait achoper les négociations sous les précédentes administrations américaines. L'une après l'autre, elles n'autorisaient cependant pas cet enrichissement d'uranium. Aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'il n'y aura pas d'enrichissement. Mais si l'on en croit les documents, il n'y aura pas d'enrichissement d'uranium en Arabie saoudite tant qu'il restera président, c'est-à-dire encore 2 ans. Et après, les Saoudiens auront cette possibilité déjà sous le prochain président. D'ailleurs, le président américain Donald Trump aime bien laisser ce genre de piège pour le président suivant. Je rappelle qu'à la fin de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a signé un décret sur le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. Et ensuite, en pétant les ondes, c'est Joe Biden qui a dû gérer tout ça. Et après cela, Donald Trump est venu et a dit « Regardez comme Biden a retiré honteusement l'armée américaine d'Afghanistan ». Alors que c'est justement Donald Trump qui a lancé ce processus. Et la contradiction est évidente ici. Les États-Unis d'Amérique mènent une guerre contre l'Iran, notamment pour que Téhéran renonce à l'enrichissement de l'uranium pendant au moins 2 décennies et permette aux inspecteurs d'aller absolument partout. Et au même moment, les États-Unis ouvrent la porte à l'enrichissement de l'uranium pour leur allié, l'Arabie saoudite. Il y a encore un autre problème qui rend toute cette construction très fragile. C'est pourquoi, comme on dit, tout cela reste très incertain. Les Saoudiens ont clairement fait comprendre que non. Ils ne normaliseront pas leurs relations avec Israël tant qu'une voie vers la création d'un État palestinien ne sera pas définie. Et le Premier ministre israélien, Netanyahou, a tout aussi clairement indiqué qu'il n'y aura tout simplement aucun chemin vers la création d'un État palestinien. Qu'est-ce qui en découle ? Premièrement, la guerre au Moyen-Orient s'est étendue géographiquement. Si auparavant le principal front était le détroit d'Ormuz, maintenant la mer Rouge s'y est ajoutée. Et c'est déjà une menace pour les 2,5 millions de barils de pétrole saoudiens par jour, en plus de tout le trajet passant par le canal de Suez. Deuxièmement, Trump a instauré le principe selon lequel l'Iran est responsable des actions des Houthis. Toute nouvelle attaque en mer Rouge sert immédiatement de prétexte à une offensive majeure contre l'Iran.
Des attaques contre l'Iran, troisièmement, et pour nous, c'est probablement le plus sensible. Le pétrole au-dessus de 100 $ le baril. C'est un soutien financier direct à la Russie. En d'autres termes, chaque dollar de hausse du prix du baril à cause de la guerre au Moyen-Orient augmente le budget russe, qui bombarde ensuite les villes ukrainiennes. Donc malgré l'éloignement apparent de ce front par rapport à nous, il influence tout de même directement notre guerre. À travers le prix du pétrole et aussi à cause du manque de défense antiaérienne d'ailleurs, parce que là-bas, les missiles Patriot sont actuellement consommés à grande vitesse. Et plus le Moyen-Orient reste en feu longtemps, plus cela profite à Moscou. Alors, souhaitons une fin rapide à cette guerre. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous rappelle que c'est possible. Vous pouvez faire un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.